C'est une aventure qui nous attend. Une aventure comme peu de voyageurs peuvent la vivre. Je m'appelle Eric, je suis à gauche dans l'image. Et mon comparse, c'est Axel. Depuis des années ensemble, nous aimons barouder dans les endroits les plus absurdes de la planète. Et croyez-nous, chaque pays comporte son lot de bizarreries. La Chine est notre première destination. Et ce n'est pas le pays le plus facile. En Chine, on ne peut pas tourner sans autorisation. Alors nous nous sommes fait passer pour de simples touristes. Mais nous n'allons pas vous faire découvrir la Grande Muraille de Chine, ni même la Cité interdite, mais des lieux bien plus insolites. Comme cette ville fantôme, où les habitants semblent s'être volatilisés. Je m'imagine alors en plein film apocalyptique. C'est un peu comme s'il y avait eu un virus, ils étaient tous morts, qu'ils avaient tout abandonné. Nous vous emmenons à la découverte d'un pays aux 1000 paradoxes. 40 ans après sa mort et malgré ses millions de victimes, Mao Tse-tung continue d'être vénéré. Regardez la réaction des gens, vous allez voir. Ces sosies sont de vrais rockstars. Chacun son tour, chacun son tour. Comble de l'ironie, le dictateur communiste est aujourd'hui synonyme de business. Vive le peuple! Mais dans cette Chine où l'argent coule à flot, le communisme n'a pas encore dit son dernier mot. Notre voyage commence au centre du pays, dans un monde que l'on pensait disparu en Chine depuis de nombreuses années. À Nanji, nous allons découvrir les règles pour le moins étonnantes qui régissent la vie des habitants. Ça c'est mode de locomotion, on va tester. Si, ni hao. Il commande notre taxi là. Il est rouge, Il est petit quand même. Populaire et petit. Nous nous dirigeons vers la dernière ville chinoise à vivre selon les préceptes purs et durs du communisme. Vous y êtes, ça fait 1 euro. Une enclave dans une Chine devenue ultra-capitaliste. Alors là c'est une frontière invisible, c'est ça? Là, c'est la frontière, cette route délimite en fait l'entrée du village communiste qui se trouve juste devant là. Et la ville normale qui est là. Et on peut constater que la ville communiste, tout est propre, tout est aligné, les trottoirs sont nickel. Et puis dès qu'on va de l'autre côté, il y a des magasins partout et surtout il y a des publicités partout. Ici, propre, pas de publicité. Ici, capitalisme, publicité, brouillon. Enfin, de l'autre côté, ce n'est pas forcément mieux. Les affiches de Mao remplacent les panneaux publicitaires. Vive Mao! Fago, ni hao. Ni hao. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous nous faisons passer pour de bons camarades communistes. Voilà, on a le pins, À l'effigie de Mao, l'étoile rouge. et bien sûr, le best-seller local, le petit livre rouge. Nous sommes prêts pour une visite en bonne et due forme, aux côtés de l'un des nombreux guides qui font découvrir aux touristes ce Disneyland communiste. À droite, vous pouvez observer notre usine de fabrication de bière. Ici, c'est une maison médicale. Les villageois y profitent de soins médicaux gratuits. Ici, c'est une usine de nouilles instantanées. La ville compte 26 usines qui appartiennent toutes au Parti communiste local. L'argent qu'elles dégagent
est entièrement réinvesti dans la communauté. Un collectivisme qui semble fonctionner à merveille. Pour les 4000 habitants de Nanji, presque tout est gratuit. Écoles, soins médicaux, eau, électricité, et même les logements, comme tient à nous le montrer notre guide. En nous ouvrant les portes d'une famille modèle. Et c'est par là. Vous pouvez entrer. Bonjour. Ils n'ont pas de loyer à payer, mais il y a quand même une contrepartie. Ça, c'est livré avec l'appartement, la décoration Mao, c'est eux qui choisissent. Le portrait de Mao et cette affiche font partie du package. On a tout ça grâce à lui. Ça leur rappelle qu'ils lui doivent tout. Les règles de vie obligatoires pour garder l'appartement sont clairement affichées. Ne pas trahir le communisme, obéir à tout prix, éviter le luxe, ne pas se saouler et saboter l'ordre public. Si vous respectez ces règles, ici, tout est gratuit. La télévision, les casseroles, le canapé. C'est vraiment le paradis communiste. Hein. Ah ouais, c'est le top ici. Comment on peut devenir un membre du village? Si vous n'êtes pas d'ici, soit tu te maries à quelqu'un du village, ou alors tu maries ton enfant à quelqu'un du village. Alors on n'a qu'à se marier ensemble. Je suis déjà mariée. Dommage pour Axel, car ici, terminés les problèmes d'argent. Que l'on soit ouvrier ou ingénieur, tout le monde touche le même salaire. Il est crédité sur une carte qui permet d'acheter seulement dans les magasins municipaux. Ah, c'est comme une carte bancaire. Avec ça, je peux tout acheter, les courses du quotidien et même les vêtements. Le village nous donne l'équivalent de 130 € par mois et par habitant. C'est le bonheur absolu ici. Le bonheur absolu. Bye bye. Beaucoup de gens veulent habiter au village. Et vous? Vous êtes du village? Non, je viens des environs. Et vous aimeriez venir habiter ici? Bien sûr, c'est un rêve de vivre ici. Enfin, mieux ne vaut pas faire le difficile. Dans les magasins municipaux, le choix est limité. L'essentiel des produits sont chinois. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, pas de panique. En plus de la carte, vous avez droit à un peu de liquide. 40 € pour vos achats à l'extérieur de la ville. On se dit que tout est trop beau pour être vrai. Il y a forcément un revers à la médaille. Le lendemain, surprise, des chants révolutionnaires nous tirent du lit dès 6 h du matin. Tous les jours pendant 2 heures, des haut-parleurs disposés partout en ville chantent la gloire de Mao. Axel n'a pas vraiment l'air d'apprécier. Les chants se terminent par quelques conseils de savoir-vivre. Ce matin-là, nous nous rendons au siège du parti pour savoir comment fonctionne exactement le système communautaire du village. Et on ne va pas être déçus. Le responsable du Parti communiste nous explique que pour vivre à Nanji, il faut accepter les règles de la délation.
Ici, tout le monde surveille tout le monde. Ce sont les voisins qui font l'évaluation. Ils contrôlent par exemple l'hygiène, les mœurs, aussi les relations conjugales, et ils envoient les résultats à nos services. Cette enquête a lieu tous les 2 mois. Elle détermine votre niveau de salaire et d'autres avantages comme la prise en charge du médecin ou encore votre facture d'eau. Alors, mieux vaut se tenir à carreau. La meilleure note, c'est 10 étoiles. Tout est pris en charge. À 9 étoiles, c'est 90%. Et ainsi de suite. Et si un membre de la famille perd une étoile, alors tous les membres de la famille perdent une étoile. Le contrôle sur les habitants est total. De leur attitude dépend leur niveau de vie. Maintenant, nous ne voyons plus le village du même œil. Tous les deux, on trouve d'un seul coup que les regards se portent un peu trop sur nous. Nos impressions se confirment sur la promenade familiale. Je vais vous dire qui sont tous ces gens. Lui, c'est notre président. Et là, juste en face, lui, il n'est pas chinois. lui. C'est qui, lui? Lui, c'est Joseph Staline. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il devait être très important. Il est juste devant la photo de notre président. Bizarre, cette femme qui nous interpelle spontanément. Après plusieurs minutes, notre interprète arrive à la faire parler. Je surveille les rues et je m'assure qu'il n'y ait pas d'étrangers. Elle a une mission qui lui est donnée par les autres habitants de la ville, c'est de surveiller la ville, pour pas qu'il y ait des étrangers qui s'infiltreraient dans le quartier. Donc elle patrouille avec sa collègue et doit dénoncer tout de suite s'il y a un inconnu qui rentre dans le village. Et c'est exactement ce qu'elle va faire. Alors que je continue de rencontrer les habitants, sous le regard des héros du communisme, je fais l'objet d'un contrôle de police, que je ne peux filmer bien sûr. 20 minutes après, je retrouve Axel. C'est un village un peu prison quand même. Il pense lui aussi que nous sommes sous surveillance. Et là, vous avez un monsieur avec des lunettes de soleil qui nous suit depuis tout à l'heure. Hop, il fait semblant de passer comme si de rien n'était. Mais il nous prend en photo de loin. Et on peut penser que c'est quand même un espion. Et que nous, intrus, photo. Nous quittons Nanji. Avec Axel, on a du mal à comprendre les Chinois. Sont-ils communistes ou bien capitalistes? Les deux systèmes semblent s'affronter au sein de la population. Parfois même, les deux idées se mélangent. Cela a donné naissance au capitalisme rouge. Un système unique en son genre, dans lequel le communisme est relégué au rang de folklore. C'est ce que nous allons découvrir à Shaoshan, la ville natale de Mao. Un lieu de pèlerinage qui ferait se retourner dans sa tombe le grand timonier. Hello. Allez, hop, en avant. Superbe montre. Il salue, c'est génial. Et la montre plaît beaucoup à nos voisins. Avec Mao, on a même l'heure. Nous sommes les seuls étrangers à faire du tourisme rouge. Mao Zedong. Le grand leader s'affiche dès l'entrée de l'autoroute. Une fois passé la barrière de péage, il faut déjà mettre la main au portefeuille.
chaque personne s'engage à payer, à faire des offrandes au mémorial de Mao Montval. C'est une forme d'impôt, de solidarité révolutionnaire. Et c'est loin d'être fini. C'est une usine qui a obtenu l'autorisation de la part de la famille de Mao de le reproduire un peu sous toutes ses formes. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on l'a un peu bouboule, on l'a plus réaliste, et il est vraiment sous toutes ses formes. Et je mets ma main à couper, qu'à la fin du circuit, il va y avoir une belle boutique où on peut acheter des tas de statues. Bonjour, on peut visiter l'atelier? Non, non, c'est interdit. Allez, s'il vous plaît. Non. J'adore Mao. Bon, d'accord, mais après vous sortez. Oui, oui, bien sûr. Et vous fabriquez combien de statues par mois? On parle en tonnes, entre 4 et 5 tonnes par mois. Vous en vendez partout en Chine? Elle est trop lourde. Faites le tour pour bien la voir. Dans la boutique souvenir, Mao Tse-tung est décliné sous toutes ses formes. En set de table, sur des briquets et même en boule à neige. Le chef de la révolution est devenu un énorme business. Voilà maintenant Mao, élevé au rang de Dieu. Un comble, lui qui a tenté d'éradiquer toutes les religions de Chine. Encore aujourd'hui, il est interdit d'appartenir à une religion si l'on veut entrer au Parti communiste chinois. Le pompon de la visite se trouve dans cette pièce. Maintenant, Mao nous parle depuis l'au-delà. En fait, sa voix est là pour motiver les visiteurs à sortir quelques billets de plus. Et ça marche. Tout le monde semble croire aux vertus magiques de la carte Mao. Ah, et comme on a été vraiment gentil, on a le droit aussi à un petit pin, ça. Ça porte chance. Oui, si vous avez payé, ça marche. En 27 ans de pouvoir, Mao a envoyé à la mort près de 50 millions de Chinois. Avec Axel, on a bien du mal à comprendre pourquoi il est encore autant adulé. Les Chinois ont-ils la mémoire courte? Ou le parti a-t-il réécrit l'histoire au fur et à mesure des années? La seconde hypothèse semble la bonne. Cette période est considérée comme des années très noires pour la Chine. Mao n'y est pour rien. Vous pensez que Mao n'est pas responsable? Oh non, les idées de Mao étaient bonnes. Mais il a été manipulé. Par sa femme aussi. Elle a bon dos, la femme de Mao, quand même.
Avec Axel, nous décidons de tenter une petite expérience. Les Chinois sont-ils vraiment tous fans de l'ancien dictateur? Pour le savoir, nous avons loué un sosie. J'ai retrouvé Mao et il est là en personne. C'est la règle. Vive Mao! Mao Zedong! Vive Mao Zedong! Ah, quel honneur! Non, c'est un vrai moment. Nous l'avons emmené se promener en ville. Avant, j'étais chauffeur. Regardez cette photo. Voyez comme je lui ressemble. Il est quand même ressemblant. C'est le même, hein? On fait le même poids et la même taille. La première règle à respecter quand on joue Mao, c'est de toujours mettre sa main dans le dos. C'était la posture du dictateur chinois. La deuxième, cultiver en permanence sa ressemblance avec le tyran. Et ça comporte beaucoup d'avantages. Moi, la police ne m'arrête jamais. Et si jamais les policiers m'arrêtent, ils me reconnaissent et me laissent repartir. Après quelques minutes de discussion, nous constatons qu'à force de jouer les Mao, notre sosie en a pris les travers. Si Mao était vivant, il n'y aurait pas autant de millionnaires. Il aurait fait tuer tous les corrompus, tous ceux qui ont touché des enveloppes. Une fois descendu de voiture, hop, la main dans le dos. Regardez la réaction des gens, vous allez voir. Regardez, regardez. Le peuple m'adore. Premier essai, dans un musée qui lui est consacré. Prends-moi en photo avec lui. Viens, viens prendre la photo. Je l'ai vu en premier. Alors là, forcément, sa cote de popularité est de 100%. On se l'arrache même, notre faux Mao. Je veux prendre une photo seule avec lui. Chacun son tour. Vous attendez votre tour. Vive le peuple! Ça vous fait quoi de voir Mao? Tu fais une interview? Non, non, on est des touristes français. Ah d'accord, vous faites le tourisme rouge. Bonjour. Alors, ça vous fait quoi de voir le sosie de Mao? Ah, j'ai pris des superbes photos. Une fois dans la rue, l'engouement semble le même. Il y a ceux qui prennent des photos, ceux qui osent juste un regard. Et dans ce restaurant, il n'aura pas le temps de s'asseoir, que tout le monde lui saute dessus. Même les Occidentaux en vacances veulent leurs clichés. Notre Mao a le sourire. Il est fier de nous montrer à quel point le grand timonier est populaire. Jusqu'au moment où l'on pose la question qui fâche. Je ne veux pas parler de ça. Vous savez qu'il ne faut pas en parler. Donc il y a des choses qui sont taboues, il ne faut pas en parler. Ah bah oui, on ne peut pas parler de ça. Bon, allez. Tabou, car s'il émet la moindre critique, il perd son statut de sosie officiel. Le gouvernement chinois veut gommer tous les dérapages de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Difficile, car elle a surtout été une période de terreur dans les années 70. En voilà un petit résumé.
Tout le pays devait apprendre par cœur les préceptes du petit livre rouge. Le credo, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Exécute quand même, tu comprendras plus tard. Les plus récalcitrants étaient envoyés dans de terribles camps de rééducation. Ils ont été des millions à y perdre la vie. Mao a beau être mort depuis 40 ans, sa terreur a laissé des traces, surtout que sa pensée est encore très présente dans la vie politique chinoise. Le gouvernement s'en sert comme d'un exemple à suivre. Avec Axel, on se rend compte qu'en Chine, il est encore difficile de s'exprimer librement. Exemple avec notre jeune guide touristique. Pour avoir osé nous dire que Mao n'intéresse plus les jeunes, elle va avoir droit à un sérieux rappel à l'ordre. Le tourisme rouge est un succès, mais il intéresse surtout les anciens. Les jeunes, Mao, ce n'est pas trop leur truc. Jamais très loin, sa supérieure la reprend aussitôt. Mais non, c'est pas vrai. Il y a plein de jeunes dans les groupes. Ici, tout le monde le sait, on aime tous Mao. C'est vrai, elle a raison. À partir de cet instant, elle ne pourra plus nous parler ouvertement. Elle sera cornaquée de près. La pression du régime est discrète, mais réelle. Le meilleur moyen de contrôler les masses est d'encadrer sa jeunesse. Et pour cela, il faut bien sûr l'éduquer dès le plus jeune âge. Là, on va aller visiter un camp d'entraînement pour les jeunes Chinois sur le thème des soldats rouges. Bonjour. C'est vous qui avez appelé pour venir? On va faire des activités avec des jets de grenades remplies d'eau, ils portent des charges. Ils vont aussi attraper les méchants propriétaires terriens. On reste sur une thématique communiste où le gentil est le paysan et le méchant est le bourgeois ou le japonais. Alors on y va. Là, je me déguise en général cochon. Ah, est-ce que je suis bien là? C'est magnifique. Le général Cochon, c'est la caricature du bourgeois qui s'empiffre, exploite les gentils villageois et enlève leurs enfants. Pour le combattre, Mao a créé une unité d'élite, les Gardes Rouges. Je ne t'aide pas. Regarde devant toi. Fais-le tout seul. Lâche la main de ta maman. J'ai peur. Allez. Passe là-dedans. Dans les années 60, les Gardes Rouges enrôlaient des enfants de cet âge. Ils s'entraînaient sur le même genre de parcours du combattant. Et certaines techniques ont rendu l'armée de Mao victorieuse. Les échasses, qui étaient plus grandes à l'époque, ont permis à l'armée de traverser des marais. Bon, c'est pas simple, hein. Être soldat de l'armée rouge, ça s'improvise pas. Avec ces skis de bois, les soldats marchaient à l'unisson, en ne laissant que peu de traces. Les parents sont fiers des exploits de leurs petits, mais il y a un détail qu'ils semblent avoir gommé de leur mémoire. Ces familles ont oublié que les Gardes Rouges étaient loin d'être des tendres. Sous Mao, ce sont eux qui menaient la chasse aux intellectuels et aux bourgeois, soi-disant ennemis du régime. Ils sont responsables de centaines de milliers de morts.
Tous les deux, on s'étonne de voir ces familles aisées offrir à leurs enfants ce stage façon garde rouge. Tu es un soldat rouge, range-moi ta tablette. Regarde ton père, je vais faire des photos. Des bourgeois qui entraînent leurs enfants à faire la chasse aux bourgeois. C'est à n'y rien comprendre. Toi, t'es un capitaliste. Fais pas le malin. Toi, t'es un japonais. Et ça, c'est un bourgeois. Il faut tous les éliminer. Sous forme de jeu, le message s'installe doucement dans l'esprit des enfants. Attrapez le japonais. N'oubliez pas le bourgeois. Venez, on les emmène au tribunal. Approchez-vous les soldats rouges. Vous allez crier « Abat les bourgeois !» avec les poings bien fermés. « Abat les monstres japonais !» Les Japonais nous ont envahis. On ne les aime pas. Les Japonais ont occupé la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le japonais reste méchant et au jour d'aujourd'hui, on a toujours la haine du vilain japonais. Nous sommes troublés. Les Chinois ont ouvert des attractions où l'on peut s'entraîner à tuer des Japonais. J'ai tué aucun japonais. Mais les Japonais ne sont pas les seules cibles. Axel entre dans la peau d'un soldat communiste. Et moi, je serai dans l'armée taïwanaise, contre laquelle Mao a livré de nombreuses batailles. Je t'ai attrapé. Ne bouge pas. Il va y avoir une reconstitution de la bataille contre les Taïwanais. C'est vrai que c'est un petit peu comme si, encore aujourd'hui, en France, on faisait des reconstitutions contre les Allemands et qu'on les ridiculisait. Surtout qu'on trouverait ça très très drôle. Parce que tout se fait dans une ambiance très détendue. Tu vas là-bas. Et toi, tu vas là-bas. Dépêche-toi. Visiblement, la fête a commencé. Nous, ici, les nationalistes, on va attaquer sournoisement les gentils villageois. Forcément, l'armée de Mao est victorieuse. Vas-y, t'es prisonnier. Pendant tout notre périple, nous aussi nous sommes une curiosité pour les Chinois. Surtout les jeunes femmes, très demandeuses de photos. Eh bien écoutez, on a un succès terrible ici parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir trop d'étrangers. Alors quand tu vois de là-haut, 2 étrangers, bah pour eux c'est un peu l'attraction. Pourtant, le gouvernement incite les Chinois à se méfier. Derrière chaque étranger se cacherait un espion potentiel. Pour être encore plus clair, Pékin a même fait éditer une BD. L'histoire de la jeune Li, une fonctionnaire du comité central qui rencontre un étranger. Et arrive ce qui devait arriver. Vous êtes belle, gentille, vous avez du talent. Je suis tombé amoureux de vous. Puis l'homme se montre de plus en plus curieux sur ses activités au parti. Ma chérie, ne garde pas de secret pour moi. Montre-moi tous tes rapports. C'est juste pour ma culture personnelle. Par amour, la jeune femme lui remet des documents confidentiels. Sauf que le Don Juan était un espion. La pauvre Li finit bien sûr en prison. Cette BD surréaliste a été affichée partout dans les grandes villes.
Et l'une des plus grandes se trouve dans le nord du pays. Mais cette ville a une particularité que les autorités tentent de cacher. On va dans le nord du pays, à Ordos. Selon les Chinois, Ordos, sorti de terre il y a seulement quelques années, serait l'une des plus belles cités de l'Empire du Milieu. Je pense qu'on doit être les seuls étrangers ici, hein. Il n'y a personne d'autre. Non. Chinois en Chine. La ville d'Ordos se trouve à 700 km de la capitale, Pékin. À quelques minutes de notre arrivée, première surprise, la ville a été construite en plein milieu du désert. L'aéroport est de classe internationale. Et pourtant, on n'y compte que 3 avions avec le nôtre. Bizarre, les halls sont quasi vides. Tout est surdimensionné. Et normalement, il y a Madame Lee qui nous attend. Ravi de vous rencontrer. Madame Lee, c'est notre guide. Et elle est bien étonnée de voir débarquer des étrangers. Hello. Vraiment intriguant. Nous sommes en pleine semaine et tous les parkings sont vides. Mais que se passe-t-il à Ordos? Madame Lee nous fait croire que tout va bien. Elle nous remet un guide des plus beaux endroits à visiter. Ah, te voilà bien, non? Lisez ce guide. C'est la plus belle ville de toute la Chine. Au fur et à mesure que l'on s'approche d'Ordos, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout semble à l'image de l'aéroport. Vide. L'autoroute géante ne compte que quelques voitures. Et tout le monde semble jouer à faire semblant. La police surveille des carrefours vides. Les cantonniers balayent des routes que les rares voitures n'arrivent même pas à salir. C'est 6h, c'est l'heure de pointe? C'est ça, 6h l'heure de pointe. Tout le monde rentre. C'est le boulevard principal. C'est l'embouteillage local. C'est ça. Comment ils ont réussi à se rentrer dedans? Avec Axel, nous nous posons la même question. Mais où sont donc passés les habitants d'Ordos? La ville est pourtant censée accueillir près d'1 million de personnes. Comme dans toute bonne ville de cette taille-là, il faut un shopping mall, c'est-à-dire un centre commercial de très grande taille. Celui-là, ils en sont très fiers. Alors, bienvenue, centre commercial de Ordos. Bah, y a pas foule, hein? Bah non, mais surtout, il y a des commerces juste au rez-de-chaussée, un peu au premier étage, et puis après, regarde, il n'y a plus rien. Ouais. Oh. C'est l'affluence des grands jours, non? Là, c'est la ville fantôme. C'est un peu comme s'il y avait eu un virus. Ils étaient tous morts. Ils avaient tout abandonné. Regarde, la dame, elle descend, les escalators ne fonctionnent pas. Pourtant, ça, ouais, y a quand même des produits à vendre. Bon. Hello, you speak English? Non? Allô? Quelqu'un? Donc il y a des magasins, il n'y a pas les commerçants. Ah! Ni hao. Bonjour. Ah, voilà. Vous voulez des chemises?
Une ville fantôme, un centre commercial désert. Mais selon la guide, il n'y a pas matière à se poser de questions. Les habitants se trouveraient soit au travail, soit chez eux. D'ailleurs, officiellement, tous les appartements de la ville ont été vendus. Avec Axel, on trouve quand même ça bizarre. Nous lâchons notre guide pour nous engouffrer dans un taxi. Nous racontons au chauffeur que nous voulons acheter un appartement. Il nous conduit dans l'un des plus beaux quartiers de la ville. Une surprise nous y attend. Bon, bah, c'est... Là, on est dans ce qui se fait de mieux dans la ville. C'est plutôt calme, hein. Pas un chat. Mais à l'intérieur, nous sommes accueillis par une armée d'agents immobiliers. On n'a jamais vu grand monde, là. Bonjour, vous cherchez quel type d'appartement? Grand, quelque chose en haut. Grand, de la hauteur sous plafond? Veuillez attendre ici. Bon, on est pris au sérieux. Bah ouais. On pensait pas pouvoir acheter un truc tout de suite, mais en fait... Suivez-moi. Donc en tout, il y a 240. 240 appartements, mais c'est... 290 appartements. Il y a des gens qui sont là parce que là, on voit personne. Il y a des propriétaires, mais ils ne sont pas là. Eh? Aucun n'habite à Ordos. En réalité, sur les 290 appartements du complexe, seuls 40 sont vendus et on va vite comprendre pourquoi. Ces immeubles existent déjà depuis 5 ans et beaucoup d'appartements se trouvent encore dans cet état. Ok. Oh, waouh. Et celui-là, il fait combien de mètres carrés? 350 mètres carrés, c'est un duplex. Oh, on est bien là. Donc voilà, un quartier fantôme. Ah, il y a quelqu'un en bas. Les 2 habitants. Ah non, c'est des jardiniers. Les seuls habitants sont les jardiniers. Combien ça vaut, ça? Ah, quand même. Quand même. 443 571 €. Selon les agents, ce prix défie toute concurrence. Et même si c'est à nous de finir les travaux, d'après elle, on est assuré de faire un bon achat. Nous sommes dans l'hypercentre. Votre investissement est sûr ici. D'autant plus que cette ville est réputée pour sa beauté. Les gens des autres villes disent tous que Ordos est l'endroit idéal. Tous les visiteurs disent « Oh, comme c'est calme ici, il n'y a pas de bruit. » Ah là, c'est certain, il n'y a pas de voisins. Petit détail supplémentaire, à ce prix-là, vous êtes seulement locataire pour 70 ans. Tous les biens immobiliers appartiennent à l'État chinois. Des Swan. Et ce bâtiment, ce sera quoi? Une galerie marchande. Et il sera terminé bientôt? Dans 2 ans. Là, je reste perplexe. Il y a peu de chances que les travaux des immeubles d'Ordos soient finis un jour. Mais alors, que s'est-il passé dans cette ville? Pourquoi est-elle à l'arrêt? Au départ, Ordos n'est qu'une simple ville minière exploitant le charbon qui se trouve en abondance dans le désert. Avec le boom économique chinois, son charbon alimente une grande partie des centrales électriques du pays. Des milliards de yuan entrent dans les caisses. Grâce à ce trésor de guerre, en 2009, le maire d'Ordos commence à bâtir une cité qui se veut l'égale de Pékin ou de Shanghai. Mais en 2011, tout bascule. L'État ferme les centrales les plus polluantes. À Ordos, l'argent cesse de couler à flot. Les constructions s'arrêtent net.
La ville était prête pour plus d'1 million d'habitants, mais plus personne ne vient s'y installer. Des rêves de grandeur, il ne reste plus que des centaines de coquilles vides, comme ce délire mégalomaniaque. Je suis impressionné par ces infrastructures, hein. C'est gigantesque. C'est les prochains JO qui vont avoir lieu là. Ouais, on a l'impression qu'ils ont créé un centre sportif pour une ville de 15 millions d'habitants, mais il y a à peine 50 000 habitants ici. Le Stade Doré a coûté aussi cher que le Stade Olympique de Pékin. Alors, l'autre souci, c'est que tout est tellement démesuré que quand on marche, les distances sont extrêmement longues. Donc il nous faut des heures pour aller sur un point A à un point B. Et puis surtout, si ça suffisait pas un stade, hop, il y en a un autre. Là, c'est la patinoire. Et encore un. Et le stade de basket. Par ici. Pour entrer dans ces stades, pas besoin de prendre rendez-vous. Les hôtesses sont tellement contentes d'avoir des visiteurs qu'elles ne demandent même pas pourquoi on est là. Il n'y a pas de lumière. C'est pas fini. Il n'y a pas de lumière. Il y a une marche. C'est ça. Impressionnant. Elle a un ballon. Ah, ici, il n'y en a pas. Ce stade est énorme. Il fait 134 000 m². Et il peut accueillir jusqu'à 60 000 spectateurs. Soit 10 000 de plus que tous les habitants d'Ordos réunis. Ce stade de foot est le 4e plus grand de Chine. Mais il y a encore plus dingue. La ville ne possède aucune équipe de football. On écoute la clameur. Je suis vraiment désolée pour le ballon. Et en plus, personne répond. 40 ans après la mort de Mao, la Chine semble encore se chercher entre ultracapitalisme et communisme. En apparence, tout semble aujourd'hui identique à notre mode de vie. Mais dès que l'on gratte un peu, le vrai visage du régime apparaît. Interdiction de critiquer, censure des médias et d'Internet, paranoïa envers les étrangers. Pour les 1,350 milliard de Chinois, mieux vaut se fondre dans la masse que s'opposer au régime.